Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube The WebDoc dédiée aux technologies web. Dans ce 13e vidéo de notre série Créer un site de recrutement avec Symfony 3, et avant que nous entamons la partie développement, je vais vous parler de quelques composants très importants dans Symfony ainsi que quelques notions. C'est très important car ça va nous permettre de comprendre une partie de fonctionnement de Framework Symfony. Tout d'abord, nous allons voir les deux composants en relation avec le protocole HTTP qui sont le HTTP kernel et HTTP Foundation. Par la suite, nous allons faire un petit tour avec un event dispatcher et à la fin, nous allons voir le fameux dependency injection. Donc, avant de parler de deux composants qui sont le HTTP kernel et HTTP Foundation, nous faisons une petite rappel sur le protocole HTTP. Le protocole HTTP est utilisé pour tous les échanges sur le web. Il est de type client-serveur, donc un client qui peut-être votre navigateur exprime une demande, ce qu'on appelle en anglais une request, et et le serveur, qui est un site web, va lui fournir une réponse à sa demande par une response. Donc, nous avons deux types de messages qui transitent avec le protocole HTTP, sont les requests et response. Le HTTP request est un message simple, il comprend des éléments de base. Une méthode qui est définit l'opération que le client souhaite effectuer. Par exemple, un client souhaite accéder à une ressource en utilisant GET ou envoyer des informations par un formulaire en utilisant POST. Nous avons le chemin vers la ressource. Ces URL sont bien sûr les paramètres et le nom de domaine. Et à la fin de cette ligne, on trouve la version de HTTP que nous utilisons. Par la suite, il y a le host, donc là où c'est hébergé notre projet, le nom de domaine. Ça peut être une adresse IP aussi. Et par la suite, nous avons la liste des headers ou les entêtes qui sont optionnelles et qui transmet des informations supplémentaires pour les serveurs. Dans le cas d'un méthode POST qui transmet des données au serveur, on trouvera la liste, le corps de message avec ces paramètres-là. Donc, on a dit qu'on commence par get qui représente une méthode où aussi on les appelle les verbes HTTP. Il y en a beaucoup de verbes, mais principalement on va utiliser dans nos développements les get, post, put, get pour récupérer une ressource, post pour envoyer des données, put pareil, mais la différence post pour créer une ressource, put pour remplacer complètement une ressource, patch pour envoyer des données et donc remplacer partiellement une ressource, delete pour la suppression. Il y en a d'autres tels que hit, connect, options 13, mais principalement on va utiliser ces verbes-là. La deuxième type de message, c'est la response. La response aussi, elle est composée tout d'abord la version de protocole, un statut qui indique donc est-ce que la requête est réussie ou pas, le message de statut qui est une description informelle du statut. Nous avons les entêtes
Et à la fin, nous avons le corps de message, dans notre cas, une page HTML. Les codes de retour sont organisés en catégories. Voilà quelques exemples. Par exemple, dans le cas d'une requête success, donc notre requête a été bien traitée et nous avons eu une réponse, on aura 200 ou 201. Tout, juste pour information, donc c'est une petite astuce. Tous les messages de success, les réponses success commencent par 200. Les réponses de retour d'erreur client, ils commencent par 400. Donc, tu auras 401 si vous n'avez pas le droit d'accéder à la ressource ou 404 lorsque la ressource demandée, l'URL demandée n'est pas accessible. Et nous avons les retours erreurs côté serveur lorsqu'il y a un bug sur le serveur ou le service n'est pas disponible. Donc, j'ai cité deux exemples. Donc, maintenant, en HTTP, dans le développement HTTP, les informations d'une request sont stockées dans des variables internes qui sont les superglobals. Par exemple, nous avons le get qui contiendra tous les paramètres envoyés dans l'URL, post tous les paramètres envoyés dans le corps de notre request, file si on transmet des fichiers. Et pour créer une réponse en HTTP, en PHP, une réponse HTTP en PHP, il y a quelques fonctions. Par exemple, echo pour afficher un contenu JSON ou XML, header pour définir un en-tête, il y en a le set cookie pour envoyer des cookies au client, FileGetContent qui permet de lire un fichier, le contenu d'un fichier, et tout ça, c'est une réponse qu'un script PHP peut fournir à un client. En Symfony, on entend donc la première composante qui est le HTTP Foundation. HTTP Foundation, c'est une représentation simple d'une spécification de protocole HTTP en mode orienté objet. Donc, au lieu d'avoir un request comme index ou un tableau PHP, nous aurons un objet. Nous avons le fameux HTTP Foundation Request qui représente une requête envoyée au serveur. En fait, tous les superglobals de PHP sont transformés à des attributs dans cette classe-là. Nous avons request, tout ce qui est post, put, patch. Nous avons query qui est en général pour tout ce qui est get, cookies, files, headers. Headers, c'est un sous-groupe de serveurs car c'est plus facile, plus accessible. Au lieu de chercher un headers dans tous les serveurs, on peut accéder, donc avoir nos headers accessibles directement. Chaque là, les requests, query, tout, ce sont ce qu'on appelle le paramètre back. Car les superglobal, ce sont des tableaux en PHP, des tableaux clés-valeurs. Donc la représentation est d'avoir un objet que contiendra clé-valeur et notre tableau. Il y en a, par exemple, la méthode all qui récupère tous les paramètres. Dans le cas de request, lorsqu'on fait all, on récupère tous les éléments qui ont été envoyés dans le corps de la request. Si nous avons la clé d'un paramètre, on peut y accéder avec get qui va retourner la valeur ou nulle dans le cas de query, par exemple getID pour récupérer un ID. Et à la fin, nous allons fournir un objet de type response
qui est un objet. Bien sûr, on définit le contenu de retour, les headers, le statut de retour. Donc, en général, dans un projet Symfony, on va penser que nous devons créer notre request et nous allons fournir en retour et en réponse à cette request-là une response. C'est là vient le rôle de HTTP kernel. Le HTTP kernel, c'est un élément qui permet de convertir, donc de procéder à la conversion d'un objet request vers un objet response en se basant sur un autre, en se basant sur un autre composant qui est l'event dispatcher. Dans HTTP kernel, la méthode qui fait ça, c'est le handle, qui permet de récupérer un objet et en retour, nous aurons, récupérer un objet du type request et en retour, nous aurons un response. Ceci se fait dans le fichier de notre projet public index. Comme vous voyez ici, nous avons notre kernel qui est le kernel qui est un objet de HTTP kernel, de composant HTTP kernel. Et là, nous allons créer un objet request à partir de superglobals. Comme vous voyez dans cette méthode-là, on récupère tous les superglobals de PHP et on va les transformer vers une représentation orientée objet qui est le request. Une fois ceci est fait, nous allons utiliser la méthode handle de notre kernel pour transformer ce request vers une response. Et on envoie notre response et c'est ça le script se termine. Donc le rôle de HTTP kernel, c'est seulement récupérer un request, le transformer en response en utilisant des event dispatcher. L'event dispatcher composant, c'est un composant qui permet d'offrir des outils qui permettra la communication entre les différents composants de notre application en imitant des événements et d'écouter ces événements-là. Là, il utilise des impaters qui est le observer et mediator. L'observer, c'est que nous avons par exemple un ou plusieurs observers qui vont s'enregistrer pour attendre un événement qui se passe pour s'exécuter. Par exemple, nous avons un événement qui est l'achat d'un produit. Et nous devons donc envoyer notre produit. Une fois que l'achat a eu lieu, il faut emballer notre produit. Le livreur sera notifié pour récupérer le produit et nous mettons à jour notre carte de fidélité. Donc, le médiateur, c'est un intermédiaire entre notre objet qui va déclencher l'événement et les observateurs ou les dépendances qui vont se déclencher et vont s'exécuter suite à cet événement-là. Donc, lui, c'est donc dans ce médiateur-là, on va ajouter tous les sujets ou les événements que nous allons déclencher et les observateurs qui vont
attendre le déclenchement de cet événement-là pour s'exécuter. Le problème que ceci, si nous avons ajouté d'autres relations et d'autres événements, il y aura une forte dépendance entre nos classes, nos objets et le médiateur. Et à un moment donné, si nous avons plusieurs événements qui dépendent un de l'autre ou qui sont en relation, ça va complexifier et créer une sorte de spaghetti code. Donc, un objet a besoin ou se déclenche suite à une exécution de l'objet B et l'objet B s'exécute suite à déclenchement d'un événement dans l'objet A, donc vraiment un cercle donc, entre les différents composants. Et là vient le rôle du médiateur. En fait, le médiateur joue le rôle d'un intermédiaire entre l'observateur et les différents éléments. Donc, on n'aura plus des discussions entre les éléments directement, mais on va passer par un médiateur qui communiquera à la fois par l'objet, quel que soit en entrée ou en sortie, et là, ça va plus créer des dépendances entre les différents composants, mais lui, en recevant une requête, il aura capable de savoir comment et où la dispatcher. Donc ça c'est un élément donc très important en Symfony. Et en général, nous avons un Event Dispatcher Interface qui prendra deux éléments qui contiennent deux méthodes très importantes. La première, c'est le addListener où on va ajouter nos observateurs et l'événement qu'il attend, sur lequel donc il suit et il observe. Et nous avons un dispatch qui permet de dispatcher un événement. Par la suite, les listeners qui sont entités enregistrées vont s'exécuter à la base de l'event name sur lequel ils sont en observation à cet événement-là. Pour comprendre un peu pourquoi le HTTP kernel a besoin de Event Dispatcher, on va voir le HTTP kernel workflow. J'ai récupéré ce petit schéma de site de Symfony. Juste, je vais un peu réduire mon image pour pouvoir voir la totalité. Voilà. Donc là c'est le workflow de HTTP kernel. À chaque étape, il dispatchera des événements ces événements donc qui permet de passer d'une étape à une autre. On a un événement qui se déclenche au premier retour, donc qui permet de recevoir une request est arrivée à notre application. Par la suite, il va définir où il va, quel contrôleur va traiter notre information, notre request. Et donc, il va déclencher un événement lorsqu'il trouve le contrôleur. Donc, par la suite, il va regarder les paramètres transmis vers notre contrôleur. Il va les vérifier.
et il va les valider. Et donc là, il aura un nouveau événement qui se déclenche. Par la suite, l'exécution de contrôleur avec les paramètres. Donc, on a deux types d'événements. Si nous n'avons pas un objet response, on n'a pas encore créé notre response dans le contrôleur, on va dispatcher un type d'événement qui permettra de générer une réponse, ce qu'on appelle le vue HTML, où on délègue une réponse. S'il y a une exception, il y a un autre type d'événement. Si la réponse a été envoyée, on reçoit un autre type d'événement. Et à la fin, lorsqu'on termine tout ce process-là, on va dispatcher le dernier event qui permettra, par exemple, de faire des traitements lourds qui peuvent être exécutés en background sans pour autant pénaliser le client en attendant un retour, par exemple envoi de mail ou une requête de mise à jour un peu lourde. Voilà la liste des événements que le HTTP kernel dispatch en relation de workflow. Comme vous voyez là, il y en a le même nombre d'étapes. Le request, controller, view, response, finish request, l'exception. Donc ce sont des événements et au cours de notre développement, on aura quelquefois besoin de définir nos propres observateurs en se basant sur ces éléments-là. Par exemple, faire une validation sur des paramètres envoyés au contrôleur, transformer la réponse avant de l'envoyer au client, envoyer des mails après que la réponse sera envoyée au client, donc plusieurs custom event listener qu'on peut ajouter en se basant sur le cycle de vie de notre request, de notre demande. À la fin, juste un petit tour pour comprendre la dependency injection. Tout le monde parle d'injection de dépendance, surtout dans Symfony et dans d'autres projets PHP. Juste pour vous dire, l'injection de dépendance, c'est un design pattern. La plus simple comme design pattern, comme explication, c'est que nous allons créer donc dynamiquement des dépendances. Par exemple, j'ai une classe B qui a besoin d'utiliser un contrôleur, besoin d'un objet B pour être initié. Donc, ces dépendances-là sera gérée à travers un fichier de configuration d'une manière automatique. Donc, la dépendance entre les composants de notre système sera gérée d'une façon dynamique à l'exécution de notre script. En Symfony, l'injection de dépendance nous permettra de définir facilement des services. Par exemple, nous avons sur le fichier service.yml qui va définir les services, ce sont des classes prêtes à être utilisées. Pour dire, dans la configuration est aussi simple que toutes les classes dans notre dossier SRC, à part ces dossiers-là bien sûr, seront enregistrés comme service. Et par exemple, dans nos différents classes-là, nous allons définir dans le constructeur quelles seront les dépendances. Et le composant d'injection de dépendance automatiquement va initialiser nos services en se basant sur cette configuration-là. Et qu'est-ce qu'il trouve
comme paramètre dans le constructeur de chaque classe. Et donc, on aura accès à des services, des objets prédéfinis. Par exemple, si je vais partir sur un contrôleur, notre contrôleur sera facilement accessible en tant qu'objet sans pour autant qu'on l'initialise nous-mêmes. Pour voir donc les différents services sur Symfony, nous utilisons la commande php bin console debug container. Comme vous voyez là, tous les services qui sont instanciés, que nous pouvons utiliser et injecter dans notre système. Par exemple, si j'ai besoin d'utiliser un event dispatcher, il me suffit dans la dépendance de ma classe d'appeler l'interface, donc les services dont j'ai besoin. Par exemple, celui-là. Et là, le mécanisme de notre projet dans Symfony va instancier notre objet controller. Il va regarder qu'elle a besoin d'une dépendance d'une autre classe qui est l'event dispatcher. Donc, il va automatiquement instancier l'event dispatcher et l'injecter dans un objet de JobController, et comme ça j'aurai un objet JobController prêt à être utilisé et instancié. Nous pouvons aussi sur les contrôleurs ajouter les indépendances au niveau des actions. Donc voilà, c'est pas aussi magique. Nous allons voir en détail comment définir les services, les différentes configurations que nous allons avoir par la suite. J'ai voulu faire cette petite introduction car je pensais que c'est nécessaire donc de comprendre comment une requête HTTP est traitée dans une application Symfony, car vraiment c'est très important, et ce que j'ai vu par expérience, que beaucoup de personnes se trouvent bloquées car vraiment ils n'arrivent pas à comprendre plus ou moins ce mécanisme-là, comment ça fonctionne, et donc ils posent des messages quelquefois sur les forums, donc quelquefois c'est pas aussi clair, ou c'est un peu bizarre comme message d'erreur, et ça leur fait perdre du temps. Donc j'ai aimé vite fait faire ce petit tour. Je vous propose donc, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas donc de me laisser des commentaires, mais aussi je vous incite fortement à à bien lire la spécification HTTP pour au moins comprendre le protocole HTTP, comment ça fonctionne. Si vous avez le temps, ou si vous voulez vous approfondir, vous pouvez utiliser les deux composants ou les trois composants qu'on a regardés ensemble dans des projets PHP sans utiliser Symfony. Donc, essayez de les ajouter sur un projet Symfony, un projet PHP, regardez comment les configurer, comment ça comporte, et comme ça vous aurez une bonne maîtrise de ces composants-là. C'est pas obligatoire, le nécessaire c'est de comprendre comment chacun d'entre eux fonctionne dans un projet Symfony, mais aussi ça sera peut-être intéressant pour vous dans le futur si vous travaillez sur des projets que vous n'avez pas la possibilité d'utiliser Symfony
ou un autre framework, vous pouvez utiliser ces composants d'une façon séparée. On arrive à la fin de ce vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne YouTube, le bouton rouge en bas pour suivre les prochaines vidéos, aussi sur notre compte Twitter ou Facebook. À la prochaine.